Allez, bonsoir madame, monsieur, bienvenue sur Innov Télévision, bienvenue dans Samedi Sport, votre programme sportif de la semaine. Ce soir, nous aurons le plaisir de parler du bilan des Léopards de la RDC lors de la précédente édition de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2024. On va essayer de parler de ce qui a marché pour cette sélection et ce qui n'a pas marché. Et aussi, on va essayer de se projeter dans l'avenir, question d'avoir une lecture un peu plus large de ce que peut devenir cette sélection dans les jours à venir. Et pour ce faire, comme à l'accoutumée, je ne suis pas seul sur ce plateau. Claudio Mangula, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Samuel, bonsour aussi aux fidèles téléspectateurs d'Innov Télévision. Et très en forme, et vous-même? Très en forme, ça va également. Je suis content en tout cas de participer à cette émission et surtout de retrouver nos fidèles et fervents téléspectateurs. Super, et à ma gauche pour sa première avec moi, Vini Mundarika. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Sam et bonsoir à Claudia. Et bonsoir Vini. Je salue tous les téléspectateurs qui nous suivent et j'ai dit un bonsoir à tous les staffs techniques qui nous accompagnaient. J'ai reçu un accueil chaleureux et aujourd'hui on va parler du sport. Super, vous sentez en forme? Très en forme, à l'aise. Allez, à l'aise. Le cadre est planté, mais avant cela, on va prendre cet élément avant de débuter. On revient tout juste après. Alors que beaucoup s'y attendaient le moins, les Léopards de la RDC ont surpris lors de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Partis en outsider, le poulain de Sébastien de Sabre ont frôlé le podium. Les coéquipiers des Chancel Mbemba ont fini 4e, après avoir éliminé au passage l'Égypte, nation qu'ils n'avaient pas battue depuis 50 ans, et la Guinée, une équipe jeune et joueuse. Un parcours héroïque des fauves congolais sur les terres ivoiriennes, eux qui n'avaient pas joué une édition de la CAN depuis 2019. Superbly done! Directly taken from the free kick. Allez, vous venez de voir le parcours plutôt héroïque des Léopards de la RDC qui ont réussi, après avoir raté la précédente édition de la Coupe d'Afrique des Nations, d'arriver au dernier carré de la compétition. Je commence avec vous, Claudio Mangula. Les Léopards de la RDC ont terminé 4e. Satisfait ou pas de ce rendement? Ben, satisfait en quelque sorte, oui, parce que je pense que si je ne les attendais pas à ces niveaux-là, avant le coup d'envoi de cette compétition, nous sommes arrivés en tant que, je dirais pas touriste, mais quand même, on est allé représenter la nation parce qu'on s'est qualifié. Déjà, dans la bouche du sélectionneur, il n'y avait pas un grand enjeu dans cette compétition. Et aussi, le but, ce n'était pas de perdre ni d'aller jusqu'en finale, c'est de se plaire. En tout cas, moi, je me suis vraiment aligné à ça parce que je voyais déjà une équipe qui était en reconstruction. On a fait du grand chemin pour arriver jusqu'à cette phase finale. Par contre, il y avait des équipes qui ont consolidé leur forme, leurs effectifs, et depuis longtemps. On parle du Sénégal, du Maroc. Exactement. Ce sont des équipes qui ont peut-être la majeure partie des joueurs qui ont joué la précédente CAN étaient toujours là, donc ils s'y connaissaient. C'était pas nouveau. Alors que chez nous, on avait des joueurs qui connaissaient à peine la compétition, qui venaient d'arriver en sélection. Donc, on ne pouvait vraiment pas s'attendre à grand-chose, ni à peu de choses. Cette équipe, c'était moyen. Et je pense que, voilà, je ne suis pas trop déçu parce que, voilà, il s'était permis de rêver. Parce qu'à un certain niveau, on peut peut-être y croire. Éliminer la Guinée en quart de finale, on s'est dit que tout ce qu'on a pu vivre jusque-là, c'était un peu grandiose. Et je pense qu'il faudrait seulement féliciter l'équipe dans l'entièreté, même si c'est arrêté en demi-finale face au pays organisateur et de quelle manière. Donc je pense que il n'y avait pas de regret du tout, satisfait à mon niveau. Allez, pour Claudio Mangula, Vini Mundarika, satisfait de voir les Léopards de la RDC jouer le dernier carré. Est-ce que ça vous a pas peut-être bluffé ce parcours? Parce que je rappelle, avant la compétition, il y avait des matchs de préparation, les résultats n'étaient pas probants, beaucoup de personnes étaient sceptiques et ne voyaient pas les Léopards atteindre ce carré-là. Est-ce que vous êtes du même champ que ces personnes-là? Merci beaucoup. Moi, je suis très content. Je suis très content du parcours des Léopards de la RDC parce qu'ils ont fait quelque chose de très énorme. Et déjà, il faut signaler aux téléspectateurs, déjà, de l'arrivée de Sébastien de Sabre, il avait comme mission de nous qualifier pour le mondial et préparer la CAN 2025. Donc, la CAN 2023 n'était qu'un bonus parce que c'était un travail commencé par Hector Raoul Cooper, que de Sabre venait avec beaucoup de discipline, beaucoup d'envie et il a su imposer son style et la rigueur dans le jeu.
et nous sommes arrivés jusqu'à la phase finale de la CAN 2023. Et là, il fallait déjà atteindre le 8e de finale et atteindre les quarts de finale. Mais Sébastien Desabre a brûlé toutes ces étapes. Le Congolais ne pouvait qu'être content de ses parcours, bien qu'à la fin, nous en avons un peu fait un peu trop de sursaut d'orgueil. Mais déjà, c'est déjà un signal fort pour tous les continents, parce que nous sommes aujourd'hui pas la moindre sélection. Donc, même le Sénégal qui nous attend au mois de juillet, pour les éliminatoires de Coupe du Monde, il a déjà, il s'est dit déjà que nous aurons affaire à une équipe de la RDC très coriace, et moi je crains déjà, parce que le Sénégal ne viendra pas victime expiatoire, il viendra vraiment en toute conscience de jouer face à une équipe très ambitieuse et qui complique déjà parfois les grands. Permettez-moi, après son parcours qui a été jugé minimaliste, je crois que les objectifs ont quand même été changés. Le Sénégal, qui avait peut-être l'idée de gagner encore pour une deuxième fois d'affilée ce titre, s'est vu éliminé en 8e de finale. Peut-être que voilà, Sébastien Desabre va payer le frais. Hein. Ouais, le Sénégal était venu avec l'idée de conserver les titres, parce que c'est lui le tenant du titre. Alors, il s'est vu chipper sa place par la Côte d'Ivoire, et la Côte d'Ivoire qui a fait un chemin très élogieux, et qu'on doit vraiment signaler ici que c'est un parcours des titans. Et il faut pas oublier, comme Desabre l'a dit, que cette CAN, c'était pas une CAN de surprise, mais plutôt c'était une CAN de travail. Et là, le travail a payé. Le Sénégal est venu avec un peu de sursaut d'orgueil, croyant qu'il va marcher sur tous les pays de l'Afrique, mais là, il faut signaler qu'il y a eu des travaux qui se sont faits dans toutes les sélections, en commençant par les Guinées, tout consort, la Gambie. Ce sont des équipes, vous verrez qu'il y a eu vraiment du beau football qui s'est déroulé. Même les héros que nous regardons en Europe, même les Copa América, cette fois-ci, nous avons vu vraiment que la CAN a atteint un niveau un peu plus élevé. Parce qu'il faut déjà signaler que la CAF avait revu le pactole. Le pactole, il avait revu ça à la hausse, et c'est ce qui a motivé aussi les sélections. Donc, brièvement, pour vous, la RDC n'a rien à craindre, par exemple, face à cette équipe sénégalaise qui n'a pas été tout feu tout flamme dans la compétition. Bon, moi, en tant qu'analyste sportif, je ne tiendrai pas ce genre de discours. Il faudra rester constant. Parce que dans le football, ce n'est pas le papier qui compte, mais c'est la réalité du terrain. C'est-à-dire, l'équipe de la RDC doit toujours rester constante et progresser encore plus pour pouvoir faire face à toutes les grands cadors de l'Afrique. Moi, je pourrais ajouter, je pense que la RDC, hormis le fait d'être constant, doit aussi avoir cette capacité de s'adapter à n'importe quel adversaire. On l'a vu avec les différents styles de jeu face aux équipes qu'on a rencontrées dans cette phase finale de Coupe d'Afrique. Il y a eu le Maroc, il y a eu l'Égypte, il y a eu la Guinée. Ce ne sont pas des équipes qui jouent de la même façon. Et je pense que déjà avec le premier match où on avait un tout petit peu pas peur, mais s'attarder au fait à sortir. Je pense que cette grinta qui est venue par exemple lors du match face à la Guinée, ou pendant certaines séquences face au Maroc, je pense que si on en avait déjà depuis le premier match, on pouvait en tout cas avoir déjà nos repères et savoir comment nous adapter dans n'importe quelle situation. Donc, c'est une équipe de la RDC qui ne mène pas trop longtemps et qui ne s'est fait pas mener trop longtemps. Donc, on est resté comme ça pendant environ 3 ou 4 matchs. Et après, c'était une autre histoire et on a relevé le défi pour remporter notre premier match dans cette compétition. Mais il fallait encore prouver plus parce que je pense que l'épreuve test, c'était de jouer face à des éléphants chez eux, motivés. Ils n'avaient plus rien à perdre. Ils étaient déjà enterrés, à 99% enterrés. Mais c'est au fait ça, jouer face à un public à pression, tel que le public du Soudan, l'équipe qui nous a battus avant la Coupe d'Afrique des Nations. Donc jouer comme ça et avoir cette adaptation du climat, je pense que c'est ce qu'on doit avoir, parce que jouer les matchs à l'extérieur dans une compétition comme les éliminatoires de la CAN en Afrique, c'est très difficile. C'est très difficile, et surtout que si vous jouez certains adversaires tels que le Sénégal, excusez-moi, vous pouvez avoir beaucoup plus de difficultés de vous en sortir si ces équipes vous mènent déjà chez elles. Donc, c'est une situation qu'il faudrait essayer d'améliorer. Parce que nous visons, ce sont les éliminatoires du mondial. C'est le mondial, c'est la Coupe du Monde, c'est aussi la fête du football, mais mondiale. Donc, vous avez toutes les caméras braquées vers vous et la pression du monde entier. En Afrique, c'est lorsque un frère africain va un peu plus loin, c'est toute l'Afrique qui est derrière. Et je pense qu'avec les équipes qui se font éliminer, par exemple, par des grands cadors, eh ben, ce sont ces grands cadors qui sont haïs
Et c'est tout le monde qui se place derrière vous. Parce que le Maroc avait éliminé le Portugal. Et voilà, on a vu les supporters portugais supporter la France. La France. Et donc, vous voyez que c'est comme ça. Et je pense que si on doit viser loin, tel que vous l'avez dit, la vision, elle est de 2025. Mais après une année, il y a un mondial qui doit arriver. Il faudrait essayer de s'adapter. Et pourquoi pas multiplier des matchs amicaux avec des équipes qui peuvent nous mettre vraiment dans des conditions de douter. Donc, je pense qu'on doit vraiment être face au mur et qu'on comprenne qu'en face, il y a un adversaire et il faudrait corriger par rapport à ce genre de match, par rapport à cette adversité-là. Je pense que ça serait encore plus mieux pour nous. Nous sommes dans le banc, mais il faut encore beaucoup travailler. Pour beaucoup travailler, il faudrait multiplier les stratégies, jouer des adversaires difficiles, essayer de relever les défis sur des terrains comme celui du Sénégal, par exemple. Et voilà, on peut se dire qu'on ne va pas arriver, mais quand même, on va atteindre un certain stade. Allez, atteindre un certain stade, permettez-moi. Il a eu à parler de ce qui est important, le travail, avoir une dynamique un peu plus constante qui permettra à ce qu'on puisse gravir des échelons. Je voulais vraiment avec vous qu'on entre dans les fonds parce qu'on a tous regardé cette sélection nationale. On a vu une attaque un peu plus réservée, fébrile, pas trop réaliste. Mais par contre, on a quand même vu une défense qui était quand même sur point. Si on doit parler en détail de ce qui s'est passé sur terrain lors de différentes rencontres, est-ce que la défense de la RDC a quand même assuré lors de cette compétition? Merci beaucoup. Avant de revenir à votre question, je vais rattraper vite ce que mon co-débatteur Claudia a dit. C'est-à-dire que dans le match des RDC Côte d'Ivoire, il n'y avait pas que le public, mais il y avait aussi une autre pression supplémentaire, c'était la guerre de l'Est. Ça a pesé sur les joueurs et c'est pour la première fois dans cette phase finale de la CAN de voir des sabres donc craquer lors d'une rencontre de football. C'est-à-dire, il a manqué un peu de solutions jusqu'à éjecter deux attaquants. On a vu Dibengue. Voilà, il a vu Dibengue à un moment. Mais pour parler un peu de la défense, moi, je dirais que la défense, elle est très bonne. Une défense disciplinée, qui respecte vraiment à la lettre ce que le coach donne comme consigne. Mais le mal avec notre défense, déjà quand on parle de la défense, je vois le latéraux. Il y a entre autres Arthur Masuaku et Gédéon Kaloulou. Ce sont des joueurs qui ne se projettent pas vraiment à l'avant. Même Masuaku, qu'on a vu avoir cette ardeur-là offensive pour vous, c'est pas suffisant? Non, mais Masuaku allait juste pour faire des corners et des coups de pied arrêtés. Il était vraiment pour ça. Mais voir déjà Masuaku dans la construction des jets et aborder, faire des centres, c'était quand même difficile. C'était quand même difficile pour nous. Et si vous vous rappelez, lors des éliminatoires de la CAN, nous avons déjà joué face aux équipes chez eux, entre autres le match de 2-0 contre le Gabon, les Panthères du Gabon. Nous les avons battus chez eux. Avec la pression, les Léopards ont battu les Gabons chez eux. Alors, avec notre défense, vous verrez que nous jouons avec les latéraux. Numéro 2, numéro 3, ils vont en faire des centres. Maintenant, avec la philosophie des Sabres, il a voulu un peu laisser nos latéraux sur place, ne pas franchir la ligne, le milieu de terrain, mais utiliser un numéro 10 qui est Gaël Kakuta. Alors, lorsque Kakuta ne carbure pas, nous sommes en mal de progresser. Et moi, ce que je regrette dans cette sélection, il y avait des concurrences dans tous les postes, sauf dans le poste des numéro 10. On n'a pas eu un meneur de jeu. Tandis que la Côte d'Ivoire a fait recours à Seri. Vous voyez l'expérience de Jean-Michel Seri a pesé malgré Gassé les négligés. Mais quand Emerst Faye a eu l'équipe, il a titularisé Seri et on a vu des preuves. À part ça, il y a aussi le milieu relayeur. On n'a qu'un seul milieu relayeur au Congo, actuellement à l'équipe nationale. Il n'y a que Moutou Sami. Alors, une fois que Moutou Sami n'est pas là, vous allez vous rendre compte que ce que j'ai dit, c'est vrai. Alors, pendant les éliminatoires de la CAN, jusqu'à ce que nous sommes arrivés en compétition, Moutou Sami était le joueur le plus utilisé. Ouais, il n'a même pas manqué une minute. Il a joué tout le match. Et puis, il sort presque jamais. Hein. Il a un mental d'acier. C'est un joueur de malade. Il est fort physiquement et il joue. Un joueur comme ça, si on le perdait, on va perdre notre identité. Vous voyez maintenant lors du dernier match de la petite finale contre l'Afrique du Sud, quand le Sabra a aligné Joris Kayembe et Brian Bayeye, ces joueurs-là s'est projeté à l'avant. Et c'est ce qui a permis que d'autres gens à la maison se disent que non, c'est pour la première fois qu'on voit les Léopards développer du beau football. Mais moi, je vous dirais, les secrets, c'était reposer sur ces ailiers-là. Parce que plus les ailiers montent, les latéraux, merci. Oui. Plus les latéraux montent, ça laisse l'espace à Diangana de faire le jeu. Et c'est là qu'on a vu que la RDC a bien joué. Mais si ce dispositif était mis déjà en avant, on allait faire des choses.
Vous voyez, on allait faire de grandes choses. Moi, je dirais que la défense, elle est assumée. Elle est assumée parce que nous avons une concurrence dans chaque poste de la défense. Bien qu'à l'axe central, ça pêche un tout petit peu. Parce qu'on a vu l'arrivée de Desabre, il a apporté des changements. Il a amené des joueurs de grandes envergures, entre autres Dylan Batubisika, qui a joué son premier match contre le Gabon. Le match retour contre le Gabon 2-0. Et depuis là, Dylan Batubisika avec Chancel Mbemba, leur père défensif, fait mal. Parce qu'ils n'ont même pas les styles de jeu en commun. Mais si vous voyez, on aligne Chancel Mbemba avec Inonga Baka, ils ont presque des similitudes. Parce que ce sont des joueurs qui se projettent à l'avant, qui cherchent à faire des relances, qui cherchent à chercher des corners. Mais Dylan Batubisika, c'est un joueur discipliné et il est coriace même dans les duels aériens. Vous allez voir un moment. C'est encore un péché, hein? On a considéré un péché à cause de ça. C'est encore un péché, mais bon, ce sont des erreurs qui arrivent. Même le capitaine Chancel Mbemba a connu une bourde, ce qui nous a amené le penalty de Bayo. Alors, avoir déjà des joueurs comme Dylan, ça vous rassure. Parce que Mbemba, il va faire des relances, mais il y a quelqu'un qui reste derrière pour assurer. Alors, vous allez constater les matchs où Mbemba joue avec Inonga Baka. Une fois que la balle dépassait Mbemba, derrière, ça causait toujours préjudice. Je vais rebondir avec ça avec vous. On a regardé ça. Il y a cette remarque-là qu'on a eu à faire par rapport à cette difficulté-là que la défense centrale avait par rapport aux ballons aériens. Chaque fois que le ballon dépassait Chancel Mbemba, du côté de Kaloulou et Inonga Baka, c'était très très dur et les attaquants adverses avaient cette facilité-là à récupérer le ballon. Qu'est-ce qui a été à la base de ces erreurs-là? Bon, je pense que dans chaque équipe, il y a toujours un talon d'Achille et on ne peut pas être bon partout. On peut avoir une machine à but. Minimiser les dégâts. Hein? Non, c'est pas possible de minimiser. Je pense qu'il faut avoir déjà ces genres de remarques pour essayer de corriger, pour essayer de voir. Si le confrère qui était un peu souple sur place pouvait poser cette question au sélectionneur, parce qu'on l'a remarqué dans presque tous les matchs, il y avait la possibilité de répondre à ça. Je pense que c'est aussi ça le point faible. Si on avait des adversaires qui avaient étudié les jeux de la RDC et compris qu'avec les ballons aériens, il fallait bien jouer le coup, ben on allait payer cash, ça allait payer cash en tout cas, on allait payer cher. Et je pense qu'on doit beaucoup travailler là-dessus. On n'a pas les grands gabarits ou l'état d'esprit dans la combativité, par exemple dans le duel qu'a Chancel Mbemba, on ne retrouve pas chez Dylan Batubisika. Déjà aussi, la façon de relancer de Chancel Mbemba sait se projeter vers l'avant. Il sait faire une passe décisive. Alors qu'on ne peut pas retrouver ça, par exemple, chez Inonga Baka, qui peut dégager toutefois en touche ou en corner. Donc, je pense que c'est différent. Et on peut aussi exploiter ces talents d'Achille parce qu'on ne peut pas avoir les joueurs du même registre dans l'effectif. La complémentarité là, c'est aussi ce qui fait la beauté et la force. Donc il faudrait à Sébastien Desabre d'étudier, en tout cas, parce qu'il a fait 2 matchs, si je ne me trompe pas, 2 ou 3 matchs amicaux avant la compétition. C'était pour qu'il voie et il regarde ce qu'il avait dit. Mais après, on est allé en compétition, on a retrouvé certaines erreurs qu'on a soulignées dans les matchs amicaux, qui se sont répétés pendant la compétition, et on a su qu'il n'avait pas beaucoup trop arrangé ces secteurs-là. J'ai beaucoup aimé le fait de souligner le cas Moutou Samy, parce qu'on a beaucoup parlé de sa sélection aussi. On a beaucoup parlé de... Comment ça se fait remarquer. Des gens comme William Balukisha, pourquoi il n'était pas là. On a beaucoup fait parler parce que c'est le sélectionneur, c'est lui qui a la vision en tout cas, mais il avait aussi la possibilité d'avoir une carte supplémentaire. Mais c'est à lui 3 cartes d'ailleurs. Il avait fait 24 au lieu de 27. Il avait les cartouches pour ça. Je pense que ce sont des erreurs qu'il faut souligner et qu'il faudrait étudier et essayer de remédier, parce que la CAN c'est passé, hein. C'est passé, on peut beau dire analyser aujourd'hui, mais c'est passé. On est 4e en Afrique, c'est inscrit dans les annales, mais après il faudrait se projeter pour une autre compétition qui arrive dans une année. Donc les erreurs telles que c'est souligné lors de cette compétition doivent être réparées, même s'il y en aura encore, mais quand même c'est un peu plus visible. C'est un peu plus visible, et je pense que ça peut faire mal si on a un adversaire qui sait repérer cela et utiliser à bon escient. Et parce que vous avez parlé de lui, le sélectionneur était en conférence de presse le mercredi dernier. On va prendre son intervention et les questions qu'il a eu à recevoir de la part des journalistes, et on revient tout juste après.
Alors, comme je vous l'ai dit, on est en train de bilanter un petit peu tout ça, mais on peut déjà dire les premières orientations. Le point positif, je ne peux peut-être pas y revenir, mais on le sait, le point positif, ce sont les résultats qu'on a faits, c'est la solidarité, le projet de jeu qu'on a sur l'aspect offensif et défensif, parce qu'on n'a pas concédé beaucoup d'occasions sur les 9 matchs, j'allais dire, hein, même sur les 9 matchs de préparation. On avait choisi sur les préparations de jouer l'Angola et le Burkina Faso, parce qu'on savait que c'était une très bonne équipe, elles l'ont prouvé sur la compétition, hein. Comme je l'avais dit, on avait dit oui, mais on a fait un match nul, on a perdu, mais j'avais dit si on va jouer des petites équipes, on va gagner 4-0, tout le monde est content, mais ça ne va pas nous servir. Et nous, on n'a pas été surpris de voir l'Angola à ce niveau-là de la compétition, on connaît, et le Burkina, on passe. Donc en fait, sur les points positifs, c'est la solidité de l'équipe, le fait que on a de la profondeur d'équipe également, hein. On avait quelques joueurs qui étaient suspendus le premier match, on les a remplacés, on en a d'autres qui ont été blessés pendant la compétition, on l'a remplacé avec toujours en avançant dans la compétition. Donc on a aujourd'hui un vivier qui est très intéressant. L'aspect positif, c'est que 20 joueurs faisaient leur première CAN. Donc quand vous faites votre première CAN et que vous allez jusqu'en demi-finale, il y a des choses qui sont c'est beaucoup d'expérience, hein. Il y a des choses comme la demi-finale par exemple, où la différence entre les quarts et les demi, tout ce qu'on doit gérer autour du terrain également, ce sont des expériences pour eux. Même au niveau du contenu du match de cette demi-finale, on aurait dû mieux faire, mais c'était à un moment donné aussi une acquisition d'expérience pour beaucoup de joueurs. Donc globalement, on est content, et ce match de l'Afrique du Sud, même si on a été déçu du résultat final, a été aussi un point positif parce que certains joueurs ont pu montrer qu'ils étaient au niveau aussi de la sélection A, et c'était une bonne chose. Sur les axes d'amélioration, bien sûr, il y a des axes d'amélioration. Les axes d'amélioration sont qu'on a, pour moi, pris on n'a pas pris beaucoup de buts, on en a pris 5 en 7 matchs, dont 3 sur coup de pied arrêté, hein. Donc on n'a pas, ça va dans le fait de valider le fait qu'on n'a pas eu beaucoup d'occasions contre nous, on va dire. Donc on a quand même une organisation tactique qui est performante, mais on a souvent pris, quelquefois, beaucoup de fois, le but en premier. Donc ça, c'est un axe de progression aussi. On est en train de bilanter ça, mais on a trouvé que sur certaines entames de match, on avait été pas comme celle de la Côte d'Ivoire, où en demi-finale, on a fait un bon début de match. On a bien maîtrisé le match pendant 30 minutes avant de perdre un petit peu le fil au fur des minutes. Mais que ce soit le match du Maroc, que ce soit le match de l'Égypte, par exemple, ou même de la Guinée, on peut dire, on est rentré dans ce match avec pas comme on voulait, en fait. Par contre, la capacité de l'équipe, le calme de l'équipe, la maturité de l'équipe, la confiance de l'équipe fait que après, on prend position du match et puis on termine bien, comme ça a été le cas au niveau du Maroc. L'autre axe de progression, c'est qu'on s'est créé beaucoup d'occasions, par notre jeu, par nos déplacements, par nos mouvements, par ce qu'on travaille à l'entraînement en fait, et que on a un ratio entre le nombre d'occasions qu'on a et le nombre de buts qu'on a marqués qui n'est pas suffisant, même si on a marqué 6 buts dans la compétition. Donc sur ce point-là, il va falloir améliorer les choses, parce que quand on arrive en demi-finale d'une compétition comme ça, en ayant eu autant d'occasions non converties, ça veut dire que moi je ne le vois pas d'un côté pessimiste, hein, je le vois d'un côté optimiste, en se disant, dis donc, si on les avait mis ces occasions, là ça aurait été, on aurait certainement été plus loin dans la compétition. Donc ça, c'est un axe de progression, mais on ne peut pas passer d'un top 13, de 13e place africaine en top 5. Il n'y a aucune équipe qui passait comme ça du jour au lendemain. Il y a des strates. Nous, ça va être un premier strat parce qu'on va faire un bond au classement FIFA quand même par rapport à notre compétition. Donc voilà un peu pour répondre. Après, on pourrait, ce qu'on est en train de faire, nous, avec mon staff, aller plus dans la profondeur. Pour vous dire, on est en train d'étudier la vidéo de toutes les actions qu'on commence à approcher des buts et comment on n'a pas marqué. Donc il y a toute une réflexion qui est faite, mais les mois arrivent, les semaines
arrive pour pouvoir se poser. Là, c'est encore un petit peu frais, quoi. Voilà un petit peu les axes. Il y en a d'autres, hein, mais voilà. Dans un premier temps, c'est ce qu'on peut dire. C'était le sélectionneur Sébastien Desabre qui s'est livré à la presse pour répondre aux différentes questions des journalistes. Je viens vers vous, Vini Mundarika. Le sélectionneur a martelé sur un point aussi important qui était négligé dans les années passées, cette symbiose-là qu'il veut créer entre les championnats nationaux et les binationaux. Quelle lecture avez-vous par rapport à cette sortie médiatique? Merci beaucoup. Le sélectionneur, manager, il faut déjà s'habituer comme ça parce qu'il joue déjà deux rôles. Ouais. Il est en même temps sélectionneur et manager. Il était en face de la presse pour pouvoir faire le bilan et répondre à toutes les questions par rapport à la CAN et l'avenir de l'équipe. Alors, le coach, ce que j'ai aimé d'abord chez lui, il a parlé par rapport à la symbiose entre le binationaux, communément appelé les professionnels, et J'aime même pas cette et les joueurs qui évoluent au championnat local. Parce que excusez-moi, Ouais, parce ouais. que ceux qui évoluent ici peuvent se sentir un peu Un peu diminués. lésés. Un aussi, peu diminué, parce oui. qu'ils Là, jouent la Ligue le des Champions professionnalisme, Dakar, on n'est pas même Mazembe, professionnel. c'est un club professionnel, là, Ouais. semi-professionnel actuellement. Alors, il a projeté le stage, il a proposé les stages qui vont bien sûr se réaliser dans les jours qui arrivent pour pouvoir camper de l'autre côté les joueurs qui évoluent en Europe et les joueurs qui évoluent au championnat national à l'issue de playoffs, parce que les playoffs déjà s'annoncent pour la Lina Foot. Alors, il a reconnu que la Lina Foot produit de meilleurs joueurs à la sélection nationale. Il a cité entre autres Chancel Mbemba, Meshak Elia et Inonga Baka, qui sont des produits qui proviennent de notre championnat national. Alors, il a proposé de pouvoir organiser je dirais quoi, de séances d'encadrement pour ces joueurs-là et puis pouvoir trouver la réponse par rapport à l'avenir de notre sélection, vous voyez. Et en dehors Parce de que ça, pour vous, permettez-moi, c'est pas venu après les réactions de plusieurs personnes, parce que je rappelle qu'on a quand même vécu une phase de championnat qui était un peu plus constante par rapport aux arrêts qu'on était habitué à vivre lors des années précédentes. Les gens avaient dit que voilà, le sélectionneur avait aussi des cartouches à prendre dans la sélection pour cette CAN, mais il a préféré prendre le gardien Siadi Badjo qui n'a même pas figuré parmi Les joueurs c'est utilisés. titulaire. lors de cette compétition. Parce que c'est après la réaction des gens qu'il a vu qu'il était important de créer cette symbiose, voulais-je dire. bon, après, c'est pas après les réactions des gens, mais c'est juste parce que le coach, il a vu, et avec vous, on l'a vu, on est des analystes sportifs, on ne peut pas critiquer comme des supporters lambda à la maison. Nous, on critique avec le fait saillant. Alors, il a regardé, dans notre championnat, il a vu pas grand joueur. Il a vu, bien que les joueurs ont, le championnat s'est joué pendant un moment X, mais voir vraiment les joueurs qui peuvent figurer dans la Donc, liste. aucun joueur Non, qui non, joue non. la Lina Il y en Foot avait pouvait pas. avoir la chance d'être Il y en dans le avait onze de pas, il y en départ, avait même pas. Il n'y en sur avait le pas banc. selon vous ou selon le coach? Bah, Selon moi, lui, si on selon le dit, moi. parce qu'on l'a vu Selon avec moi, la parce sélection qu'il que avait eu s'il à faut faire prendre, aussi. s'il faut prendre, peut-être on peut jeter un coup d'œil en Afrique, parce qu'il a pris en Afrique aussi. Fiston Kalala-Maele vient de Pyramide, du côté de l'Égypte. Inonga Baka du côté de la Tanzanie. Il y avait aussi Fabrice Ngoma du côté de Simba SC, bien qu'on ne l'a pas retiré. Mais le coach a vu que il manquait quand même une petite touche, parce qu'on a vu dans des grandes sélections comme le Sénégal, ils ont misé sur les joueurs locaux. Et d'ailleurs, l'Afrique du Sud, s'il est ce qu'il est aujourd'hui, c'est à cause des Mamelodi Sundowns, Pyramide, Orlando Pirates. Ouais. Et ils ont pris des joueurs. Il y a moins de joueurs qui évoluent en étranger que les joueurs qui évoluent au niveau championnat local. national, oui. Alors là, c'est aussi quelque chose qu'il a vu qu'on doit corriger dans les jours à venir. Il ne se met pas la pression. Desabre, c'est un coach serein et je vais dire aujourd'hui qu'il a gagné le cœur de beaucoup de Congolais. Beaucoup de Congolais le veulent déjà. C'est pas trop tôt de le dire. Bon, les Congolais le disent, hein. Quand déjà on parcourt les rues de Kinshasa, on C'était voit comme déjà. ça avec Ibenge. C'était comme ça avec Ibenge. C'était comme ça avec On gagne Ibenge. la troisième place. On est habitué à ça, en fait. Comme on dit Congolais, là, tu as sentiment. Non, mais on Non, va les avec découvrir, Ibenge, on va les c'était comme découvrir ça. avec les Première temps. CAN, on termine troisième, le Jean l'aime. D'ailleurs, lui, il avait eu encore la chance de gagner le CHAN avec la sélection nationale et après, les résultats ont commencé à dégringoler. Et aujourd'hui, parce que on ne il peut y a pas ce qu'il y a satisfaire- aujourd'hui on ne sur peut lui. pas satisfaire Tout le monde, oui, Le oui. public, il est comme Super ça. exigeant. Il est
tout le temps exigeant. Donc, vous pouvez avoir un public qui veut que vous gagniez à chaque instant, alors qu'il y a un public aussi pour d'autres équipes qui aimeraient aussi remporter les matchs, qui travaillent aussi. Donc, je pense que c'est difficile et compliqué. Moi, et par rapport à cette symbiose-là qu'il veut créer, je pense qu'il s'est un peu rattrapé parce que j'avais très mal conçu le fait qu'ils disent, avant de faire la sélection, il avait dit que le championnat n'était pas assez constant pour lui permettre de jeter un coup d'œil sur un joueur. Alors qu'une autre sélection a pris un joueur, je vais parler des Tandy Mwape, qui a joué d'ailleurs face à la République démocratique du Congo. Ce joueur a été sélectionné en tant que titulaire dans l'axe central de la Zambie, qui joue le même championnat même que au lui. Burkina Faso, il y a un joueur de Lupopo également. Il y a un joueur de Lupopo. Et le même championnat que lui a dit qu'il n'y avait ne pas peut assez, pas jeter un coup assez d'œil de parce constance. que voilà, il n'y avait pas de Voilà. constance. Je pense que il est beaucoup plus habitué avec ses habitués. Donc, Bakambu, Chancel Mbemba. Non, même pas. On a vu des sabres défiler dans les stades à Kinshasa ici lors des rencontres. Juste pour la mission de déceler les perles rares. C'est pas seulement Kinshasa, les championnats, c'est partout. Je ne dis pas qu'il n'aime pas les joueurs nationaux, mais je pense qu'il s'est dit qu'avec le temps qu'il y avait et que nous nous sommes qualifiés, si je vais parler, je ne vais pas dire miraculeusement parce qu'on l'a mérité, parce qu'on a remporté les matchs, mais quand même on s'est qualifié dans l'inattendu. Donc il n'y avait pas une qualification à la Côte d'Ivoire. Voilà. Non, nous on a quand même remporté nos matchs. On avait perdu les deux premiers matchs de qualification. Personne ne nous croyait à ces niveaux, mais quand même on y est allé et je pense que donc pour vous, par rapport au temps aussi qu'il avait eu, donc il ne pouvait pas aller avec ce coup de risque-là. Il connaît très bien le groupe avec lesquels il est parti. Je pense qu'il y a quelques pions qu'il a juste rajoutés. Mais après, il ne prend pas de risque de ramener quelqu'un qui évolue sur le plan local, à part Siadi Badjo, qu'il connaît aussi parce qu'il a eu à l'enrôler dans ses rangs. Moi, je pense que c'est ça. Mais ce n'est pas mal parce que l'identité d'un football ne peut pas venir des joueurs qui n'évoluent pas sur votre sol. Prenez l'exemple du Brésil, par exemple. Le Brésil, tous les joueurs qui évoluent au Brésil ont commencé qui évoluent à la sélection brésilienne ont commencé par jouer au championnat et tout ça. Ils savent, ils ont l'odeur de ces ça se voit sur raison le pour terrain, laquelle lorsqu'ils sont sur le terrain, ils se sentent voilà, il y a cette symbiose telle que vous aimez le dire, cette cohérence dans la façon il y a une structure qui est déjà établie, tous sont passés par là et c'est plus facile de se reconnaître sur terrain. Aujourd'hui, il y avait en Afrique, on avait l'Égypte qui avait l'ADN le même ADN parce qu'il y avait des joueurs qui revenaient d'un même club, qui se connaissaient, qui jouaient d'ailleurs un grand championnat, les championnats égyptiens. On a aujourd'hui l'Afrique du Sud qui part aussi sur les mêmes bases où la majeure partie des joueurs évoluent déjà à la PSL, mais qui se connaissent et qui essaient de créer un groupe à l'identité du football sud-africain, qu'on a aussi vu les résultats. Donc je pense que si la RDC peut essayer d'avoir son identité dans le jeu, il va falloir avoir ce mixte-là de joueurs qui savent qu'est-ce que c'est le football congolais sur le plan local et ce qu'ils savent faire et ceux qui savent faire leur taf sur le plan international. Je vais aussi profiter, permettez-moi d'introduire cette question. On est aussi en phase d'une fin de cycle. Si vous regardez la sélection nationale, il y a des joueurs qui partent. On a même remarqué ça. Il y a Kakutaki. On regardait même de vue quand il jouait. Il était déjà essoufflé. Il y a Chancel Mbemba aussi qui prend de l'âge avec le temps. Cette idée de symbiose aussi ne part pas dans le sens d'essayer de redonner, de rajeunir, parce que c'est aussi parmi les missions du sélectionneur de rajeunir cette sélection pour les échéances à venir. Comment vous percevez cette vision-là? Je pense qu'il y a 9 ans, on parlait de la même chose avec les Mbokani, les Bolassi. Voilà, on est en fin de cycle. Les Kebano doivent, voilà. Donc, vous voyez le sélectionneur continuer avec des vieux têtes? Non, je pense qu'on doit avoir des expérimentés au sein de la tanière. C'est toujours bien. Mais ça dépend de la performance. Si vous avez un joueur qui a 35 ans, mais qui score encore, vous ne pouvez pas le chasser à cause d'un jeune de 16 ans qui a besoin de l'avenir. Non, chasser, non. Je pense qu'aussi, la sélection nationale, cette sélection doit aider certains joueurs qui évoluent ici à les mettre en vitrine. C'est-à-dire qu'on a vu les Elia Meshak exploser lors du CHAN, jouer les éliminatoires de la CAN, si je ne me trompe pas, face à l'Angola. Marquer un but.
Moubel Ndombe, par exemple, avant Jonathan de s'envoler, Bolingui également. on a vu beaucoup de joueurs. Ouais. Et je pense que ce n'est pas mauvais de recruter un joueur, mais si la performance n'est pas à juger, si tout le monde est d'accord là-dessus, et d'ailleurs que c'est lui le sélectionneur, parce que c'est lui qui a son mot à dire, hein, c'est lui, quand il met ton nom sur sa liste, on te recrute carrément. On n'a rien à dire, nous. On peut beau dire que ce joueur n'évolue pas et tout ça, mais c'est à lui qui revient les derniers mots. Je pense que c'est une sélection qui doit être méritocrate. C'est lui qui mérite la sélection, c'est celui On le met sur terrain. qui a ses performances en jambes. On a besoin de tout le monde. Je pense qu'il n'y a pas de binationaux, etc. Donc, Abed Arabien, Bah, Soji, tiens, et intérêt. voilà. D'accord. Allez, Vini Mundarika, les Léopards de la RDC, comme je l'ai dit, tantôt a terminé 4e après avoir raté la précédente édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Sûrement, la sélection a eu un certain aura qui peut atteindre ces gens, ces joueurs, voulais-je dire, qui avaient cette réticence-là à venir, mais qui peut-être se sentiront tentés. Est-ce que vous voyez des joueurs comme Van Bissaka, Axel Twanzebe par exemple, plusieurs Congolais qui évoluent ailleurs, avoir cette facilité-là à rejoindre la sélection qu'ils n'avaient peut-être pas avant que la RDC atteigne ces derniers carrés de la CAN? Merci beaucoup. Moi, je dirais déjà que le coach Sébastien Desabre, il connaissait déjà les 24 joueurs qu'il a convoqués. La preuve est qu'il a pu les utiliser presque tous, sauf 2 joueurs qui n'ont pas été utilisés. Il a utilisé 22 joueurs et parmi les 22 joueurs, on a vu qu'ils étaient excellents. Les 2 joueurs qu'il n'a pas utilisés, c'est Rocky Bouchiri et Siadi Badjo. Alors, par rapport à la relève, on a vu déjà la tranche d'âge parce que Desabre, quand il fait sa liste de 24 joueurs, il tient compte de tous ces éléments-là. C'est-à-dire la tranche d'âge, le joueur le moins âgé, c'était Brian Bae avec 23 ans. Et là, quand les vieux là vont partir, moi je crois que bon, le vieux par rapport à l'âge, mais pas par rapport aux performances. Pas par rapport aux performances. Comme Sébastien Desabre. Non, non. Le vieux joueur, c'est-à-dire les joueurs un peu qui prennent de l'âge. Et parce que il faut pas oublier quand on prend de l'âge, on devient fragile au contact, tout qu'on sort, on commence à attraper, à contracter les blessures de temps à autre. Alors quand ces joueurs-là vont partir, moi je sens déjà que la relève est assurée. Et avec... Donc vous ne voyez pas, permettez-moi, des joueurs qui ne sont pas là, qui n'ont pas encore été sélectionnés, à avoir de la chance. Pour vous, il y a déjà une tranche d'âge, il y a déjà des jeunes qui peuvent assurer si voilà, les vieilles têtes partent. Non, si j'ai dit ça, je mens parce que la sélection, l'équipe nationale, c'est une sélection des meilleurs du moment. Et les joueurs qui sont performants. Super. Plus vous n'êtes pas performant, vous n'allez pas faire partie de la tanière. Alors, j'ai lister une liste de 18 joueurs qui sont éligibles de rejoindre la tanière. Vous avez le temps. Une liste de 18 joueurs. Alors, par rapport aux gardiens, vous avez déjà un joueur comme Timothée Lotuta, là, il a 20 ans, qui claque déjà, qui toque déjà la porte de la sélection parce que vous avez cité Twanzebe et Aaron Bissaka. Il faut déjà signaler ici qu'ils ont dit non à la sélection congolaise. Ils ont adopté la sélection anglaise. Ils attendent jusqu'à ce que... Directement ou indirectement? Le cas Twanzebe est toujours d'actualité. Moi, je pensais qu'on avait déjà zappé. Non, on a déjà zappé. Alors, par rapport aux défenseurs, bon, nous les Congolais, on zappe déjà parce qu'on peut pas traîner toujours à regarder les joueurs qui refusent, qui font des caprices pour rejoindre la sélection. Il s'agit de la sélection. Hein. Quand quelqu'un est talentueux, de former des caprices de côté. Bon, c'est aussi une question de la patrie, hein, de l'amour de la patrie. Parce que quand on n'a pas l'amour pour son pays, on ne peut pas faire grand-chose. On ne peut pas faire grand-chose. Nous avons Xavier Mbouyamba qui évolue au niveau des Pays-Bas. Il n'a que 21 ans. Quand vous regardez la taille, la gabarit, il en a vraiment. Vous avez Junior Mwanga qui évolue au niveau du Bordeaux, Ligue des Françaises. Il toque déjà la porte. Pierre Kaloulou, la famille Kaloulou nous a fait du bien. Nous avons Aldo Kaloulou qui a fait des éliminatoires, mais zappé à la dernière minute par Sébastien Desabre, on a préféré son jeune frère Gédéon Kaloulou qui nous a sorti le masterclass. Il était solide sur tous les coups. Sauf devant Simon Andriga. Bien que, bon, Simon Andriga, il faut pas oublier que c'est une flèche montante. On continue, nous avons Timothée Pembele qui évolue au niveau du PSG. Il n'a que 20 ans. Nous avons Luc Mbete qui évolue au niveau de Manchester City. Il est coaché par Guardiola, il n'a que 19 ans. Nous avons Stanley Nsoki, Offenheim, en Allemagne. Nous avons Jafet Tanganga qui évolue au niveau du Tottenham. Nous avons Sahel Koumbedi, OL, Lyon, en France. Nous avons El Shaddai Bichwabou qui évolue au niveau du Paris Saint-Germain, il n'a que 18 ans. Nous avons du côté du milieu des terrains, les gens qui peuvent porter du tonus à William, à Mutusami, pour qu'il puisse aussi se reposer. Nous avons Josh Da Silva à Brentford, il évolue avec Wissa. Nous avons Noah Mbamba qui évolue au niveau des Bayer Leverkusen, d'ailleurs première en Bundesliga avec Xabi Alonso comme sélectionneur manager. Nous avons Elliot Matazo du côté de Monaco. Nous avons Joshua Kitolano
au Spartak Rotterdam. Les attaquants, nous avons Cyril Ngonge, qui évolue au niveau de Vérone en Italie. Nous avons Dylan Bakwa, Bordeaux Ligue D. Nous avons Balikwisha, le frère à William, lui aussi du côté d'Antwerp en Belgique. Nous avou à la fin Nathanaël Mboukou du côté de Augsbourg. Donc là, nous avons des joueurs. Je voulais citer des joueurs qui n'évoluent pas sur le sol congolais. Oui, mais des joueurs qui sont éligibles de jouer à la sélection congolaise. Les binationaux. Les binationaux, oui. Parce que nous avons vu aussi, au-delà du management de Sébastien Desabre, il ne faut pas oublier les cadres comme Cédric Bakambu qui fait un travail de titan dans l'ombre. Il essaie un peu de convaincre les binationaux de rejoindre la tanière. Donc, c'est pourquoi, moi, parfois, quand les gens... Donc, vous voulez dire directement que, voilà, sur terrain, ils baissent un peu le régime pour faire l'évangéliste de l'autre côté. Non, mais il faut... Sam, il faut écouter. Cédric Bakambu, bien qu'on peut critiquer ses performances, bien qu'on peut critiquer, mais regardez tous les matchs qu'on a mis Cédric Bakambu sur le banc. Tous les joueurs qu'on a alignés là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que les dispositifs ne permettent pas. Notre jeu s'est reposé sur Gaël Kakuta. Plus Gaël Kakuta ne carbure pas, nos latéraux ne peuvent pas faire des surnombres à l'attaque pour permettre au numéro 9 de jouer. Alors Cédric Bakambu, c'est un joueur des couloirs, c'est un joueur qui fait des courses par-ci, par-là. Mais quand on voit le style de jeu de Banza c'est du pur Mbokani. Banza, pour qu'il joue mieux, il faut mettre un dispositif de 4-4-D. C'est-à-dire deux attaquants là, Banza ne fera que dévier sur la tête et puis permettre à l'autre de scorer. On l'a vu à la CAN précédente avec notre joueur Bokila Mbokani. C'est ce qu'ils ont joué. Parce que Mbokani ne faisait que là, le ventilateur pour dévier les ballons et Bokila a scoré. Donc aujourd'hui, nous avons Sébastien Desabre a pris les joueurs par rapport à tous ces critères-là. Et vous avez un Bakambu qui est un joueur d'espace. Et vous avez un Banza qui pèse de tout son poids. Quand vous les regardez physiquement, vous n'allez pas imaginer. Voilà, mais il est fort. C'est un joueur qui pèse sur l'attaque. Et nous avons un Kalala Maël. Et quand on l'a aligné face à l'équipe de Tanzanie, il n'a pas carburé. Parce que les dispositifs ne permettent pas à nos attaquants de faire mouche. D'où, quand vous n'arrivez pas à tourner avec votre ossature, avec votre plan de jeu axé sur les numéros 10, il faut faire recours aux latéraux qui vont faire les surnombres et les ailiers vont entrer dans la surface de réparation pour créer quelque chose. C'est ce qui nous a manqué. Moi. Allez, Claudio Mangula, lui, il a plus parlé de ces joueurs-là, de ces potentiels joueurs qui peuvent rejoindre la sélection. Moi, je vais rester avec vous sur l'aspect national. On est en train de voir le sélectionneur toquer à la porte du championnat national, mais il faut aussi le dire. Cet appel du sélectionneur doit aussi être suivi d'une rigueur au niveau du championnat. Parce qu'on a peut-être dit, voilà, le sélectionneur a cette réticence-là à sélectionner des pépites au niveau du championnat national. Mais on a aussi déploré pendant longtemps cette faiblesse au niveau du championnat. Est-ce que vous ne voyez pas ces coups au fait du sélectionneur pousser aussi les chargés de régulation du championnat, faire quand même des efforts pour permettre aussi à ces talents que nous avons, que vous pouvez peut-être citer si vous le voulez, de rejoindre la sélection et d'apporter un plus? Je pense que je suis d'accord, je suis David. Je pense que si ce championnat veut avoir une certaine visibilité, il doit être très régulier et produire carrément. Produire des bons fruits parce qu'on a vu des joueurs qui nous ont bernés ici. Ils ont brillé dans le championnat. On les a sélectionnés avec l'équipe nationale. Ça a un peu brillé. Et après, c'est quoi? Le vrai travail des joueurs qui ont brillé à l'équipe nationale, dans le championnat national et qui sont partis ailleurs, qui continuent de briller, ce sont qui travaillaient véritablement. Vous voyez, ceux qui travaillaient véritablement, ils ne se cachaient pas derrière des anecdotes, derrière, vous savez, Kin par exemple, ou Lubumbashi, ce sont des villes où le popularisme peut vous donner quelques ailes. Mais le football, c'est le travail. Oui, c'est pas le nom en fait, c'est le travail. C'est le travail qui peut pousser votre nom un peu plus loin. Alors que certains cherchent l'inverse. Donc le nom qui pousse le travail, mais c'est difficile. C'est très difficile. Vous aurez quelques noms des 5 ou 6 joueurs qui jouent le championnat national qui pouvaient... Excusez-moi, je ne vais pas trop citer des noms. Je vais me réserver de le faire. Mais j'aimerais juste dire que la sélection, elle est ouverte pour tout le monde. Tel que vous avez cité les binationaux qui peuvent se sentir chez eux.
parce qu'ils ont grandi peut-être ailleurs, ils sont nés là-bas, mais quand même, il y a... Ne fût-ce qu'un discours convaincant et puis ils vont... Justement, ils peuvent rallier la tanière, tel qu'il y a aussi des joueurs qui sont ici, qui peuvent également rallier. Vous avez parlé de joueurs qui sont là-bas. Moi, je vois d'ailleurs qu'on peut avoir concocté une très belle équipe d'âge avec les U20, U17, et voilà. Et c'est là qu'on a la relève, au fait, de l'équipe nationale. Vous avez raison. Où hier, on a vu la suprématie du Sénégal à la CAN U17, à la CAN Soccer, je crois, et au CHAN. Donc, ils ont tout raflé. Ils ont tout raflé. Et ils étaient très sûrs, en tout cas, ils sont très sûrs. Moi, je vous le dis, dans 10 ans, ils auront toujours une équipe compétitive, même s'ils ne peuvent pas tout le temps gagner, par exemple, comme le Maroc, excusez-moi, mais ils peuvent quand même être sûrs ils sont des adversaires coriaces qui peuvent concurrencer et prétendre à être détenteurs d'un titre. Donc, il faudrait miser là-dessus, non pas seulement sur le championnat, même si c'est pour le championnat, mais que cette sélection ait une relève, c'est-à-dire qu'à partir des équipes d'âge de la sélection, on doit réorganiser les choses, qu'on réorganise créer une ADN qui doit conduire ces joueurs-là pour qu'après, voilà, qu'on n'ait pas une génération le travail spontanée. de la direction technique nationale. C'est pas seulement au sélectionneur. Aujourd'hui, j'ai vu des gens s'éventer de parler de son management, manager. Sous d'autres cieux, par exemple en Angleterre, on dit carrément manager pour un entraîneur. Parce qu'on suppose qu'il doit faire les deux rôles. Ces tâches-là. Justement. Et aujourd'hui, la sélection nationale doit avoir cette détection. En fait, la direction technique nationale doit avoir cette détection. Déjà sur le plan local, parce que elle est ici, elle siège sur le plan national et elle a une vue partielle, totale sur tout ce qui se passe en football sur le plan national. Donc, la Ligue nationale de football, division 1, division 2, l'entente provinciale, les ententes provinciales, puisqu'il y en a beaucoup. Oui. Et voilà. Donc, je pense que le travail ne revient pas seulement au sélectionneur. Il peut avoir cette envie-là de le faire. Mais chacun doit mettre la main dans la pâte. Il faudra acclamer, mais ça revient aussi à la Lina Foot d'être constant à son niveau, au ministère des Sports de faire ce qu'il a toujours fait d'habitude, mais encore beaucoup plus. La direction technique nationale et la FECOFA accompagner en fait ces projets du sélectionneur. Aussi, il faudrait aussi que nous ayons un projet parce que on peut pas aller comme ça. Du coup, l'objectif c'est 2025. Non, l'objectif doit être un peu plus long. Et quand on a des projets à long terme, on a tendance à être patient et à bien préparer les choses. Voilà. Allez, merci beaucoup Vili Moundarika. Je sens que vous avez encore des trucs à dire, mais le temps nous contraint. Merci également à vous et merci à vous également, chers téléspectateurs, d'avoir été nombreux à nous regarder, à jouir de ces belles interventions de mes analystes. On se donne rendez-vous pour le prochain numéro sur la même chaîne et à la même heure. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.